Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir d'être avec nous pour cette nouvelle conférence du lundi 19 heures. Nous en sommes à la 28e. Encore merci pour être là, car c'est un jour spécial, c'est un jour de déconfinement, soi-disant. Euh, En tout cas, ce soir, comme d'habitude, c'est un jour où on va pouvoir échanger, partager nos expériences et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Gérard. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir Jacques Bernard. Et donc Pierre-Emmanuel qui est le CEO de la société Biomunex. Alors cette conférence est évidemment organisée par Biotech Finance et en partenariat avec France Biotech qui nous accompagne tout au long de ces conférences. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des biospécifiques, des anticorps biospécifiques, et puis aller un peu en profondeur dans ce que fait Biomunex, la manière dont elle a effectivement traversé cette crise qui est encore existante, qui n'est pas prête de lever tous les freins. Nous allons discuter une quinzaine de minutes, un petit échange comme d'habitude, faire un question-réponse avec Pierre-Emmanuel. Et ensuite, évidemment, je vous demanderai de poser des questions si vous en avez. Sinon, on continuera à discuter avec Pierre-Emmanuel tous les deux jusqu'à la fin du webinaire. Voilà, merci d'être avec nous à tous. Donc, Pierre-Emmanuel, la question, donc, c'est bispécifique. On est sur un marché très, très spécial où on était dans les monoclonaux depuis un certain temps, on y est toujours. Et puis, les bispécifiques avancent lentement, mais sûrement. Présentez-nous un peu Biomunex, déjà la manière dont cette société s'est créée et pourquoi vous avez choisi ces bispécifiques. Bonsoir à tous d'abord, bonsoir Jacques Bernard, bonsoir à tous. Merci donc, de me donner cette opportunité de présenter le secteur et Biomunex en particulier. Alors, d'abord, quelques mots sur le secteur des billets multispécifiques. En effet, les billets multispécifiques sont un secteur qui est particulièrement attractif et dynamique aujourd'hui, avec de nombreux deals qui ont eu lieu au cours des 5 à 10 dernières années entre pharma, big pharma et sociétés biotech spécialisées dans ce domaine, des sociétés comme Xencor, Macrogenics, Zymeworks, etc. et des big pharma comme Amgen, AbbVie, Pfizer, Sanofi qui se sont positionnés depuis plusieurs années sur ce secteur. Et effectivement, de l'avis général, cette évolution des anticorps bispécifiques va être une nouvelle étape du développement des anticorps d'une manière générale. Je rappelle que les anticorps monoclonaux ont véritablement révolutionné l'approche thérapeutique dans le domaine du cancer, mais pas seulement, dans les maladies auto-immunes également, les maladies infectieuses et dans les maladies inflammatoires d'une manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, quasiment la moitié des premières molécules, des 30 premières molécules au niveau mondial en termes de vente sont des anticorps monoclonaux. L'année dernière, Humira, le leader mondial, a fait un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de dollars. Et de l'avis général, les billets multispécifiques vont petit à petit remplacer en grande partie les approches monoclonales. Alors, si on vient sur Biomunex, Biomunex est une société biopharmaceutique de découverte et développement d'immunothérapie innovante dans le traitement du cancer à partir d'anticorps billets multispécifiques. On a basé cette société sur une technologie de nouvelle génération d'anticorps billets multispécifiques appelée BigSab. C'est une technologie modulaire, très facile d'utilisation, flexible, coût efficace, rapide. Rapide, on met 2 mois pour fabriquer et générer des anticorps bispécifiques innovants quand la plupart des plateformes nécessitent plus d'1 an. Donc, véritablement supérieur en termes d'efficacité par rapport aux technologies existantes. Mais de surcroît, nous avons sur nos anticorps démontré des propriétés médicamenteuses supérieures, la stabilité, des éléments extrêmement importants
pour l'industrialisation des anticorps, comme l'appariement des chaînes. Nous avons également démontré une manufacturabilité, c'est-à-dire le fait de passer en production industrielle excellente, un potentiel antitumoral très important et effectivement une grande souplesse d'utilisation sur notre plateforme qui nous permet de couvrir la quasi-totalité des mécanismes d'action liés aux anticorps bispécifiques. Nous, on peut travailler sur des anticorps bispécifiques tétravalents, bivalents, avec ou sans FC, donc en ayant un bispécifique trifonctionnel. Par exemple, notre BMX101, notre anticorps lead est un anticorps trifonctionnel. Nous avons aussi des approches qu'on dit CD3, de recrutement de lymphocytes non conventionnels, donc des approches diverses et effectivement la possibilité, comme nous le faisons actuellement, d'aller vers une trispécificité. Donc effectivement, on apporte un plus par rapport à l'existant et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des objectifs ambitieux en termes de développement. Quelle est la spécificité du modèle? Comment est-ce que vous entendez vous développer avec des accords industriels? Comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes? Alors, en termes de modèle économique, nous avons deux axes principaux. Le premier axe, c'est le développement de collaboration sur la base de la plateforme BigSab. Donc, en prenant deux anticorps monoclonaux d'un partenaire, d'une entreprise pharmaceutique partenaire dans le cadre d'une collaboration et d'une licence. Donc, c'était le premier axe. Et un deuxième axe qui est beaucoup plus un axe de développement de long terme sur lequel nous investissons beaucoup, qui est le développement de nos propres anticorps, des anticorps propriétaires. Et effectivement, nous avons trois anticorps brevetés qui sont développés à l'heure actuelle. Nous avons une portefeuille d'anticorps en découverte, en processus de découverte, qui ont plusieurs cibles différentes, plusieurs indications potentielles différentes et effectivement donc un développement, un business économique assez bien réparti. Et l'année dernière, nous avons d'ailleurs signé un premier deal de licence avec Sanofi qui nous a permis de toucher un premier upfront significatif, qui nous a permis également de valider la plateforme, valider notre propriété industrielle, mais également de continuer d'être le premier axe, la première étape dans notre axe de développement en collaboration. Aujourd'hui, dans votre métier, dans votre branche spécifique, quels sont les écueils, les principales difficultés à surmonter en dehors de Covid-19? Après, on en parlera. Alors, les difficultés si on prend d'un point de vue technique, les plateformes de bispécifiques et multispécifiques sont sur le papier pas très compliquées. En réalité, ça nécessite une ingénierie extrêmement pointue pour faire d'une plateforme académique ou initiale une vraie plateforme industrielle. Et ça, finalement, très peu de plateformes aujourd'hui sont en mesure de générer des anticorps de manière industrielle qui ont des qualités médicamenteuses, une fabricabilité, entre guillemets, importante et qui permettent de générer des anticorps qui seront injectés demain chez le patient. Et là-dessus, nous avons ces difficultés, nous, Biomunex, avec BigSab, nous les avons dépassées. Et effectivement, nous avons démontré ce que beaucoup d'autres plateformes n'ont pas été capables ou en tout cas ont des difficultés à démontrer. Et donc ça, c'est la première difficulté. Parmi les autres difficultés des bi- et multispécifiques, et je pense en particulier quand on travaille sur des trispécifiques, c'est de choisir les bonnes cibles avec les bonnes structures qui vont permettre de créer une synergie d'efficacité, une synergie d'activité et en même temps une safety et une tolérance qui permettent de ne pas tuer le patient parce que le produit est trop actif et trop efficace
et que finalement, on n'arrivera pas au patient, mais on sera tué dans l'œuf dans des études chez l'animal. Et donc, c'est la difficulté, une des difficultés essentielles. Donc, une partie ingénierie, une partie biologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la première partie ingénierie, on l'a en grande partie surpassée, puisqu'aujourd'hui, notre plateforme a démontré un grand nombre d'éléments, de qualité, de propriété. Et sur la deuxième partie, nous travaillons effectivement, nous avons un focus aujourd'hui sur la mise en place de biologie, d'approches biologiques particulières, innovantes, disruptives. Et nous avons effectivement des anticorps particulièrement innovants aujourd'hui dans notre portefeuille. Et alors là, on a vu le point de vue de la biotech sur ses propres difficultés. Mais si on se penche, parce que vous avez des relations constantes avec la Big Pharma, si on se penche du côté du regard de la Big Pharma, que porte la Big Pharma sur les biospécifiques, quels sont les freins qu'elle regarde, quels sont les points de détail qui sont importants pour elle sur ces bispécifiques, multispécifiques? Si on inverse le miroir. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour les pharmas, en fait, ce que cherchent les pharmas, c'est ce qu'elles n'ont pas en interne. Et donc, elles vont chercher chez les sociétés biotech ce qu'elles n'ont pas toujours ou ce qu'elles n'ont que partiellement en interne. Et donc, il faut répondre à ce besoin. Donc, effectivement, quand on a fait le premier deal avec Sanofi, on a répondu à un besoin. Et effectivement, notre objectif en tant que biotech, c'est de répondre à des besoins qui ne sont pas remplis par la Big Pharma. Je pense notamment à des aspects très techniques, mais qui sont extrêmement importants, comme par exemple, si on connaît un peu les structures d'anticorps, l'appariement des chaînes, qui est un élément extrêmement important pour faire d'un anticorps bispécifique un médicament demain. Et effectivement, nous, Biomunex, on a démontré un appariement suffisamment très élevé, et en tout cas suffisamment élevé pour être dans les normes de la FDA ou dans de l'EMA, alors que de très nombreuses autres plateformes n'ont pas démontré cette particularité. Donc là, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en particulier au niveau de l'ingénierie. Il y en a d'autres au niveau de l'industrialisation, de passer de modèles académiques ou industriels de recherche initiale à des modèles industriels et effectivement pouvoir, parce que même sur les anticorps qui sont sur le marché, je prends par exemple l'Incito. L'Incito a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est un problème de production, où effectivement c'est un des process de production compliqués, mais également c'est un problème de demi-vie d'élimination du produit extrêmement rapide, c'est-à-dire aux alentours d'une heure, et effectivement une obligation pour les patients d'être infusés avec le traitement. Donc effectivement, sur ces anciennes technologies que sont Byte, DART ou d'autres technologies, on a effectivement des handicaps que, par exemple, la technologie BIXAB n'a pas parce que c'est une technologie de nouvelle génération. Alors, je vais vous demander, Pierre-Emmanuel, de prendre votre boule de cristal. Quel serait le véritable effet de levier pour que les bispécifiques percent réellement et quand? Alors, il faut, je pense, remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, le premier anticorps bispécifique est apparu en 2009, Removab Catumaxomab. C'est un anticorps qui était indiqué dans une indication très particulière, acide de métastase de tumeurs ovariens. Et effectivement, il a été très rapidement retiré du marché. Cet anticorps apportait un vrai plus à l'époque, mais c'était une technologie qui n'était pas au point finalement. Et en fait, au fur et à mesure de ces dernières années, les technologies balbutiantes de l'époque sont devenues des technologies de plus en plus pointues pour arriver à des nouvelles générations comme celle de Biomunex BIXAB. Et effectivement, les produits comme l'Incito, comme Mlibra sont arrivés plus récemment et effectivement sont les premiers d'une tendance de fond
qui fait qu'aujourd'hui, vous avez près de 150 molécules diverses, donc anticorps bispécifiques en développement clinique. Vous en avez qui sont proches d'arriver sur le marché. Hemlibra a un chiffre d'affaires attendu, il a fait l'année dernière, en 2019, après 2 ou 3 ans de lancement, déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. Il est prévu à 5 milliards de chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Donc, petit à petit, on va avoir une tendance de fond, une vague de fond qui va voir arriver des bispécifiques et demain des trispécifiques. Il y aura ce cadre rendu qu'on attend de la part d'un médicament innovant comme ce type de traitement. Bien, j'espère que vous l'entendez bien. On a quelques petites difficultés de son, mais ça a l'air de passer à nouveau. La question aujourd'hui, c'est où est-ce que vous en êtes? Vous êtes en préclinique, donc grosso modo, Covid-19 ne vous a pas trop impacté. Alors, nous avons effectivement plusieurs programmes dont le candidat lead aujourd'hui, le BMX101, est un anticorps bispécifique targetant CD38-PDL1, donc inhibiteur de immune checkpoint, et effectivement, on pourrait qualifier de trifonctionnel. C'est un anticorps développé dans le myélome multiple réfractaire et récidivant, et effectivement, potentiellement demain, dans les tumeurs solides, on les a déjà identifiés en fonction d'un certain nombre de critères. Nous devrions être en développement clinique en fin d'année prochaine, probablement au Q4 2021. Nous avons par ailleurs plusieurs programmes très innovants, donc avec l'objectif d'avoir des approches biologiques disruptives. Notamment, nous avons un anticorps ciblant une paire d'immune checkpoints. Nous avons également un anticorps ciblant CD3, un anticorps ciblant une cible originale pour une approche de recrutement de lymphocytes T non conventionnelle. Et là, effectivement, c'est une approche qui en elle-même pourrait révolutionner l'approche du traitement du cancer, de la même manière que Blincito et l'approche BITE de recrutement de lymphocytes ciblant CD3 a révolutionné les approches d'immuno-oncologie. Donc, c'est vraiment une approche innovante. Et puis, on a d'autres programmes. L'objectif, c'est de développer plusieurs programmes. C'est la raison pour laquelle nous avons effectivement l'objectif cette année, au-delà des revenus de collaboration qu'on est en train de générer, de faire une levée de fonds importante qui nous permettra de développer de manière plus agressive nos programmes cette année. Oui, j'allais y venir justement sur ce besoin de financement en raison d'un essai clinique. Votre modèle repose à la fois sur du financement non dilutif et des partenariats industriels. Et donc là, vous vous lancez dans une levée de fonds, si on peut dire les choses comme ça, directement auprès de venture capitalistes, ou alors vous continuez dans la voie industrielle. Alors, tout à fait. Alors, nous avons d'abord effectivement notre premier axe de financement qui nous a permis de nous développer jusqu'à aujourd'hui. C'est le développement à la fois une première partie d'equity classique et un développement grâce aux revenus de collaboration industrielle qui nous ont permis d'avancer de manière significative. À côté de ça, bien évidemment, nous faisons levier sur les appuis de la BPI et d'autres subventions type ANR, etc. Donc, tout ça nous a permis de développer d'abord la plateforme et d'étendre l'utilisation de la plateforme vers les différentes plateformes, la technologie BigSab vers les différentes plateformes dont je parlais tout à l'heure, mais également aujourd'hui, afin d'accélérer notre développement et notamment les développements cliniques que nous devrions débuter à partir de 2021 et sur plusieurs de nos programmes, nous cherchons à lever effectivement de l'argent donc des fonds auprès de fonds d'investissement type VC et par ailleurs des financements auprès, pourquoi pas, de fonds type corporate venture ou dans le cas d'un investissement stratégique.
Nous avons d'ores et déjà des discussions avec des pharma et des big pharma dans ce cadre-là. Et ça, de manière complètement globale, puisque nous avons des discussions aussi bien en France qu'en Europe, qu'aux États-Unis, qu'en Asie, pour un développement de nos programmes de manière accélérée. Vous le savez, Pierre-Emmanuel, qu'on aime bien les chiffres chez Biotech Finance. Levée de fonds, c'est combien environ? Quelle fourchette? Alors, normalement, nous souhaitons lever 15 millions d'euros, peut-être plus, mais c'est le premier objectif. Et donc, tout ça nous permettra cette levée nous permettra, à côté de la signature de nouveaux deals et du deal qu'on a déjà fait, de pouvoir développer nos anticorps, le 101 jusqu'à la phase 1, d'autres anticorps jusqu'à l'IND, et effectivement pouvoir étendre notre plateforme vers la trispécificité. Je parle bien de trispécificité et pas de trifonctionnalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Comme je l'expliquais tout à l'heure, notre 101 est déjà trifonctionnel. Et effectivement, de pouvoir lancer des programmes très innovants et de renforcer notre équipe par ailleurs. Parfait. Bien, il est 19h23. Je crois qu'il est temps de passer la parole aux participants qui sont nombreux. Une question qui vient de Patrick Bord. Patrick Bord, je vous laisse la parole. Allez-y. Patrick. J'active votre micro. Voilà, c'est bon. Alors, en fait, j'avais plusieurs questions. La première question que j'avais, qui n'est pas écrite, quelle est la différence entre les anticorps polyclonaux et les anticorps multispécifiques? Je pense à Neovax, par exemple. Ouais, ça n'a rien à voir. Les anticorps bispécifiques sont des anticorps qui, comme les monoclonaux, vont être fabriqués par un clone qui va toujours faire la production du même type d'anticorps et qui, à la différence des monoclonaux qui ne ciblent qu'une cible particulière, que ce soit un antigène, un ligand, un récepteur cellulaire, etc., va cibler 2 récepteurs, trispécifiques 3 récepteurs, ce dont je parlais tout à l'heure de ou trifonctionnalité, en fait, c'est qu'avec la fonction FC, un anticorps bispécifique peut avoir une activité trifonctionnelle. C'est le cas par exemple de notre 101 qui cible à la fois CD38, qui cible PDL1, mais qui est également, avec la fonction FC, a une fonction effectrice qui va éventuellement sensibiliser macrophages, NK, etc. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même approche que la société dont vous parliez. D'accord, je comprends. Alors, deuxièmement, ma deuxième question portait sur la protection industrielle ou les protections industrielles que vous avez. Donc, vous avez une plateforme. Est-ce qu'elle est protégée? Vous avez aussi du design et vous avez du process concernant ces thérapies. Et donc, est-ce que vous pouvez nous décrire la propriété intellectuelle dont vous disposez aujourd'hui? Alors, nous avons une propriété très, très robuste et très large. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un groupe comme Sanofi, vous imaginez que Sanofi, avant de signer avec une jeune société comme Biomunex, a fait les choses dans tous les sens. Donc, a fait une longue due diligence pour valider notre propriété intellectuelle. Nous avons pas moins de 6 familles de brevets prioritaires qui, effectivement, couvrent la techno et nos produits. Et nous avons effectivement plusieurs strates de propriété intellectuelle qui fait que nous avons effectivement une plateforme à la fois robuste scientifiquement, technologiquement, mais également en termes de propriété intellectuelle. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez rentrer en bourse et quelles seront les conditions que vous voulez réunir pour rentrer en bourse si c'est votre souhait?
Alors, notre premier objectif, c'est d'abord de développer la société de manière à la rendre particulièrement attrayante pour la pharma et la biopharma demain, et bien sûr les VC, mais les VC, c'est une manière de se développer. Mais également, l'objectif, c'est finalement de développer des anticorps qui demain seront injectés par des prescripteurs chez des patients et prescrits par des prescripteurs chez les patients. Donc, ça veut dire que d'abord, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'au moins à la phase 2. Et donc, nous développons de l'initiation du design de l'anticorps, donc avec les séquences qui sont construites in silico jusqu'à la phase 1-2. Et là, effectivement, nous licencions soit des sociétés spécialisées en développement clinique, il en existe plusieurs, soit directement à la pharmacie qui s'y sont intéressés par notre approche sur plusieurs anticorps. Et effectivement, la sortie, ou en tout cas le moyen de développement, c'est effectivement soit l'axe IPO bourse, soit l'axe session M&A industrielle dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et ça dépendra des opportunités. Eh bien, je vous remercie beaucoup de vos premières questions et je vous remercie de vos réponses. Merci à vous. Merci Patrick de ces questions. Qui a une question à poser? Étienne Drouet, Acuvia. J'ai une question au sujet de votre molécule bispécifique. Comparée à des CAR-T, quel est l'avantage en myélomultiple? Comment vous positionnez vis-à-vis de traitement à CAR-T? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y ait comme avantage sur votre traitement vis-à-vis d'un CAR-T? Alors, d'abord, je pense que les approches de thérapie cellulaire, CAR-T, thérapie génique, etc., ont des avantages certains. Des avantages et apportent certainement une amélioration du service médical rendu. Par contre, ils ne peuvent pas remplacer les traitements classiques. Et moi, je suis médecin, donc j'ai vu comment se passe le modèle à l'hôpital ou même en ville pour un médecin. C'est quoi? C'est une prescription, une infirmière qui injecte le produit en question et le produit et ça se passe comme ça depuis 100 ans. Les modèles de thérapie génique, thérapie cellulaire, c'est des nouveaux modèles qui arrivent, qui apportent au lit du malade souvent des traitements ad hoc, qui ont des approches complètement différentes et qui ne peuvent être que complémentaires de ce que peuvent apporter des approches plus générales. Et quand on prend le cas des anticorps, des anticorps sont prescrits au niveau mondial par tout un tas de médecins dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un anticorps comme Humira fait 20 milliards de chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle 15 des 30 premières molécules au niveau mondial sont des anticorps. Je pense qu'avant d'arriver à des traitements aussi larges, les CAR-T, effectivement, auront encore non seulement des progrès thérapeutiques à apporter de manière constante, mais également de changer des habitudes médicales qui ne se changent pas en claquant des doigts, qui forcément prendront du temps. Et effectivement, c'est des approches qui sont parfaitement complémentaires. D'ailleurs, au niveau bispécifique, on peut très bien être très complémentaire des CAR-T. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, mais encore une fois, je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes types d'approches et très probablement, les approches se compléteront et ce seront les médecins qui verront en pratique quel est au quotidien le traitement à utiliser. Merci. Merci Étienne pour cette question. Une autre question? Alors, je
continuer, il y a on a vu des sociétés se précipiter, qui font des spécifiques, se précipiter sur Covid-19 en disant voilà, j'ai une solution. Et vous? Alors, je ris, mais c'est pas vraiment rigolo. Non. Donc, si on serait tous passés, je crois que d'abord, il faut penser à tous ces décès qui aujourd'hui encore, ça arrive tous les jours, et les soignants qui passent un temps infini pour essayer de traiter les gens. Mais effectivement, nous, on essaye de mettre notre pierre à l'édifice puisque nous avons lancé un programme. Nous avons la chance d'avoir une plateforme qui est particulièrement efficace, rapide, rentable pour sortir des anticorps bispécifiques innovants, à la différence des traitements type hydroxychloroquine, type azithromycine, qui sont des approches qui sont simplement la réutilisation de traitements précédents. Nous, on est en train de travailler, nous avons plusieurs anticorps en production pour pouvoir les tester dans des modèles animaux avec des équipes académiques partenaires, donc de très haut niveau, hein, dans les différents instituts parisiens, des gens qui ont été impliqués dans des études qui ont eu des résultats positifs annoncés récemment. Nous avons plusieurs anticorps bispécifiques qui devraient être brevetés mais ça c'est peut-être un élément secondaire, je dirais, mais effectivement avec des approches innovantes pour pouvoir anticiper le passage d'un patient X qui a un syndrome respiratoire avant de passer dans un orage cytokinique qui est souvent synonyme de décès à court terme. Et donc, effectivement, avec des approches type anti-inflammatoire ou autres qui permettent d'apporter, à travers le bispécifique, une approche véritablement innovante. Donc, nous avons effectivement ce programme en cours qui, je l'espère, pourra peut-être arriver chez l'homme d'ici 12, 15, 18 mois, on ne sait pas. Et votre analyse des programmes qui ont été lancés, notamment en Europe, Discovery, et des résultats potentiels de ces programmes, vous avez une vision sur ce sujet? Non, je suis étonné que finalement on n'ait pas plus d'écho des études. Là, récemment, le professeur Hermine a donné des résultats très intéressants dans le cas de pour éviter. Mais effectivement, il y a pas mal d'approches qui souvent sont la réutilisation ou le repositionnement de traitements existants. Et il y en a d'autres qui utilisent effectivement des anticorps. Il y a des approches autres type ARN qui sont développées. Mais nous, je dirais qu'on avance et puis on verra bien si ça apporte quelque chose et ça peut passer de l'animal à l'homme. De toute façon, c'est vrai qu'au-delà parce que là, on traite un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou une prévention du passage vers l'orage cytokinique. On aura sans doute demain une autre utilisation, même si sur le Covid, on peut espérer que dans l'année qui vient, on aura de moins en moins de patients touchés, même si je pense que ça sera probablement beaucoup plus long qu'on le laisse parfois entendre, parce que c'est très probablement quelque chose qui va traîner, peut-être revenir en septembre à l'automne et nous toucher pendant l'hiver. Peut-être que ce sera encore présent sur ces axes-là, en espérant aussi que les vaccins apporteront quelque chose. Une question du côté des participants.
Bien, donc je continue. Vous m'avez indiqué que vous étiez en recrutement et que la société allait chercher des expertises. Comment ça se passe par ces temps, par les temps qui courent, les recrutements? Quelles difficultés vous rencontrez? Alors, d'abord, nous avons un modèle un peu particulier puisque depuis le début, et d'ailleurs, le temps du Covid confirme qu'on avait le modèle adéquat, en tout cas pour la période actuelle. C'est que depuis le début, on a des gens extrêmement compétents, c'est-à-dire des gens comme, j'en ai pas parlé, mais Eugène Zukowski, qui est notre directeur scientifique historique, qui est un leader mondial dans le domaine des billets multispécifiques. Nous travaillons également avec des gens comme Sébastien Amirgorena, donc directeur du département d'immunothérapie à Curie, donc Head of Immunotherapy. Nous travaillons également avec Dragan Drabilovski, ancien directeur scientifique de Covagen, une société acquise par Johnson & Johnson spécialisée dans les maladies spécifiques. Nous avons effectivement bâti un réseau de consultants de très haut niveau, d'experts de très haut niveau, et c'est là notre travail essentiel, apportent une complémentarité et un savoir-faire unique dans leur domaine pour faire avancer nos programmes. Et on a gardé ce modèle en essayant et c'est pour ça que les gens qui sont arrivés récemment, comme Mustapha Faroudi, Rami Nissila et d'autres personnes demain, sont dédiés justement à coordonner l'ensemble des travaux que nous menons en outsourçant avec des CRO, des CDMO, également des académiques. Alors, les académiques aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec le Covid, tous sont en confinement, donc ça a bloqué quelques études. Mais c'est vrai que nous nous appuyons, et c'est un peu la spécificité de notre modèle, nous nous appuyons sur des sociétés externes chez qui on outsource. Et finalement, quand on travaille avec des Allemands, des Estoniens, des Lituaniens, des Danois, des Suisses, qui ont finalement été assez peu touchés par le Covid, finalement, on n'a quasiment pas eu d'impact négatif du Covid sur nos développements. Et on pense que dans le futur, on continuera dans ce modèle-là, peut-être en renforçant notre core business, qui est l'identification, la production, le développement initial d'anticorps bispécifiques. Et ça, effectivement, il faudra sans doute internaliser un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles on cherche à lever des fonds. Mais également, on va s'appuyer davantage encore sur des sociétés très spécialisées dans un certain nombre de domaines dans le futur. Ça, c'est effectivement une réflexion sur le modèle après Covid. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, c'est une réflexion qu'on a engagée depuis, peut-être même avant le Covid. Alors, on n'avait pas anticipé le Covid comme tout le monde, mais malheureusement. Mais c'est vrai que de par la structure de la société, on était déjà bien préparé par rapport à ça. Et en fait, aujourd'hui, on cherche à réfléchir comment on pourrait justement anticiper ce genre de problématiques, garder une structure très agile, le terme est à la mode, mais c'est vraiment ça, qui permet d'évoluer en fonction de ce qui arrive en termes d'événements. Et effectivement, encore une fois, le Covid n'a peut-être pas fini de faire peut-être pas des ravages, mais en tout cas de véritablement poser des problèmes à la fois sanitaires et économiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, renforcé encore notre appel à des CDMO, à des CRO qui font des parties du développement de nos anticorps de manière extrêmement efficace. Effectivement, nous avons un gros fichier de CRO et CDMO avec qui nous essayons de bâtir des relations au quotidien et qui sont constructives et qui nous permettent de jumper d'un CRO à l'autre assez facilement.
et donc d'éviter d'être ralenti dans nos développements. Et je pense en particulier aux approches que nous avons à l'heure actuelle. Nous travaillons depuis le début avec des experts de tout ce qui est in silico, bioinformatique. Par exemple, tous nos anticorps sont designés in silico et nous avons un molecular modeler du MIT extrêmement reconnu au niveau mondial. Nous travaillons sur les aspects purement… alors, c'est de l'intelligence artificielle, mais nous souhaitons continuer à nous renforcer de ce point de vue-là, pas forcément de manière systématique, mais au moins sur certaines parties clés, comme demain l'optimisation des essais cliniques. Nous pensons notamment qu'il y a la possibilité d'optimiser les essais cliniques en faisant appel aux technologies innovantes d'aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, et donc effectivement renforcer non seulement l'axe outsourcing, renforcer l'axe coordination de CRO compétentes, mais également aller encore plus vers tout ce qui est intelligence artificielle au sens large. Ça peut être de l'in silico, ça peut être de la bioinformatique, ça peut être des modèles pour optimiser le choix des patients, les biomarqueurs, etc., pour renforcer l'efficacité, continuer à avoir une efficacité particulièrement élevée pour nos investissements, chose qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui et qu'on espère bien continuer à faire pour nos investisseurs de demain. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel Gérard. Ce sera certainement le mot de la fin. Il est 19h43. Nous avons aujourd'hui une très belle démonstration de ce que faisaient nos sociétés françaises dans le bispécifique, et en tout cas l'une des premières d'entre elles comme Biomunex. Pour ceux qui nous suivent, je vous informe que demain, nous aurons Truffle Capital. Donc, pour les levées de fonds, c'est ce jour-là qu'il faut venir, puisque Philippe Pouletti vient nous rejoindre pour présenter son dernier closing et son axe de développement biotech, medtech. Mercredi, ça ce sera demain soir, mardi. Mercredi, nous avons Marc Lemonnier qui est dans l'antibiorésistance et qui revendique. Alors, on a entendu Frédéric Collet, c'était jeudi soir, Frédéric Collet, le patron du LEM, qui est aussi le patron de Novartis France, quand on lui a posé la question qu'est-ce que vous faites dans l'anti-infectiologie? Il s'est dit oui, il faut qu'on mobilise les pouvoirs publics sur ce sujet. Donc avec Marc Lemonnier, on sera effectivement dans ce périmètre et je pense que ça va être aussi passionnant. Et puis, jeudi, c'est Franck Mouton avec le président de France Digital qui sera avec nous. Vous savez qu'ils ont mis au point une coalition pour soutenir, on va dire, l'effort des biotech et de la santé en numérique et leur pénétration dans les milieux hospitaliers. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, donc ça, vous avez le programme sur le site www.biotechfinance. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur Pierre-Emmanuel et les bispécifiques, il y a l'article qui est paru, je ne sais pas si on le voit bien, qui est paru cette semaine, il est derrière moi, dans Biotech Finance numéro 899. Donc pour les abonnés qui sont habitués, vous l'avez déjà lu. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est le moment de vous abonner. Merci à tous d'être avec nous encore. Pierre-Emmanuel, merci beaucoup pour cette intervention brillante et très bonne soirée. Et merci à tous. Au revoir, bonne soirée à vous.